Ma thèse s'intitule L'État lecteur, une ethnologie de la vie intellectuelle au Sultanat d'Oman. Elle a été soutenue le 11 septembre 2023 à l'EHESS en ethnologie et en anthropologie sociale, sous la direction conjointe de messieurs Laurent Berger et Franck Mermier. Comme l'indique son sous-titre, ma thèse s'intéresse à la vie intellectuelle et aux intellectuels au Sultanat d'Oman. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à un petit milieu d'interconnaissance, principalement présent dans la capitale, Mascate, et est composé d'une diversité de figures sociales qui peuvent être des oulémas, des penseurs réformistes, des essayistes, des romancières, des poétesses, des médiactivistes, et qui toutes et tous se connaissent et se fréquentent dans les salons, les clubs de lecture, les cafés culturels de la capitale, mais aussi ailleurs dans le pays, et qui se connaissent et se fréquentent, mais aussi s'affrontent pour faire valoir leurs idées et leur vision du monde social à l'intérieur de la société. Ma thèse s'intéresse donc à la vie intellectuelle au Sultanat d'Oman, mais en tentant de la mettre en regard avec le souci politique de l'État omanais pour l'opinion publique de sa population. C'est-à-dire que j'ai essayé de penser et de réfléchir la façon dont s'était développée sur la moyenne durée, environ 150 ans, cette vie intellectuelle omanaise, en regard de la construction nationale de l'État omanais et de son souci pour le contrôle de l'opinion publique de sa population, qui lui permet justement de pérenniser le règne dynastique de la famille des Al Saïd, qui sont au pouvoir depuis plus de 3 siècles. Donc il me semble qu'une des originalités de ce travail, peut-être, c'est justement de réfléchir la façon dont se structure un monde intellectuel contraint par une forme, des formes subtiles d'autoritarisme et de répression politique d'un côté, mais aussi dans le cadre d'une société finalement démographiquement assez réduite, et dans lesquelles il y a aussi des formes voilà, de contrôle social de par les appartenances tribales, statutaires, et ou encore par exemple de genre, qui pèse sur l'évolution de ce monde intellectuel à un niveau collectif, mais aussi sur l'évolution des trajectoires, des carrières intellectuelles singulières de chaque intellectuel que j'ai pu rencontrer. Et donc j'ai essayé de voir, de réfléchir, notamment à travers le concept de sphère publique, la façon dont se rencontre et s'affronte d'une certaine manière un État qui cherche à contrôler ce que les intellectuels pensent, disent et font dans la société, et des intellectuels qui sont plus ou moins disposés à s'opposer à lui, ou au contraire à participer à un certain service de légitimation du pouvoir en place. Ma thèse se veut résolument interdisciplinaire et mobilise donc différentes méthodes de recherche et techniques d'investigation qui vont de recherches archivistiques et historiographiques à des entretiens plus formels pour collecter des récits de vie et retracer les différentes carrières des intellectuels avec qui j'ai travaillé. Mais surtout, en tant qu'ethnographe et anthropologue, je me suis attaché à réaliser une longue enquête ethnographique de 18 mois en immersion, en vivant au sein de familles de cheikhs dits rationalistes au Sultanat d'Oman, et en fréquentant au quotidien les divers cercles de sociabilité intellectuelle de la capitale du sultanat, c'est-à-dire en suivant au quotidien des intellectuels dans leurs rencontres, dans les cafés littéraires, dans leurs conférences, dans des associations de littérature ou au club culturel, et également en les suivant dans leur mobilité transnationale, car la vie intellectuelle, la scène intellectuelle omanaise est connectée à d'autres scènes intellectuelles au niveau régional de la péninsule arabique, mais aussi au niveau panarabe.
Et donc j'ai pu ainsi commencer à comprendre les connexions aussi entre différentes scènes intellectuelles nationales et les formes de circulation d'idées, de personnes, de livres qui façonnent aussi une scène intellectuelle à une échelle panarabe. Quant aux résultats, c'est toujours difficile et c'est plutôt aux autres d'en juger. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir résolu en partie une énigme qui s'était posée à moi lors de mon enquête de terrain, puisque j'avais été étonné à ce moment-là de rencontrer de nombreux intellectuels, tous très différents, mais qui me tenaient chaque fois le même discours en revendiquant d'être des intellectuels libres, c'est-à-dire d'exercer leur plus absolue liberté dans le domaine de la pensée, de ne se faire dicter leurs idées par personne, de n'être sous l'autorité de personne, et d'être, des intellectuels tout simplement libres. Et évidemment, j'ai été étonné d'entendre ce discours, puisqu'il m'était tenu par des intellectuels aussi différents que certains qui avaient fait de la prison pour leurs idées et leurs publications, et d'autres qui, au contraire, avaient obtenu des postes prestigieux au sein de l'appareil d'État en raison du service de légitimation qu'ils avaient rendu au pouvoir en place. Alors, en analysant la vie intellectuelle omanaise au prisme de l'autoritarisme de l'État dynastique des Al-Saïd, j'ai essayé justement de comprendre les différentes façons autorisées ou non par le pouvoir d'être intellectuel en Oman. Et j'ai pu caractériser, il me semble, deux figures idéales typiques et limites qui bornent quelque part la vie intellectuelle omanaise, et qui sont l'intellectuel critique, comme je l'ai dit, et qui lui exerce ce que j'ai nommé la liberté éprouvée, puisque la liberté des intellectuels critiques a été éprouvée contre la répression politique. Ils ont bien souvent payé le prix de leurs engagements intellectuels, comme ils le disent souvent. Et de l'autre côté, l'intellectuel d'État qui, lui, revendique tout aussi légitimement d'être un intellectuel libre, puisqu'il vit une forme de liberté que j'ai nommée indemne, puisqu'il n'a jamais éprouvé sa liberté, puisqu'il a toujours respecté les lignes rouges du régime, et pense effectivement, en toute bonne foi, que on est libre de dire ce qu'il veut, puisque ce qu'il dit, il est libre de dire ce qu'il veut, puisque ce qu'il dit est précisément autorisé par l'État. Et entre ces deux figures que sont la liberté indemne et la liberté éprouvée, il y a toute une gradation finalement de façon d'être intellectuel et d'exercer ou non sa liberté, avec une figure médiane qui m'a beaucoup intéressé, qui était celle que j'ai nommée la liberté retenue, qui est celle d'intellectuels qui ne s'engagent pas publiquement, et qui sont très intéressants parce qu'ils sont souvent des intellectuels de l'ombre, qui vivent des doubles vies, qui parfois dissimulent leur œuvre et leurs idées à leur famille, sur leur lieu de travail, et qui composent d'une façon moins frontale, disons, avec l'autoritarisme discret du sultanat d'Oman.